Bon, alors l'intérêt de présenter, disons, l'éventualité que les Romains soient sortis de la Méditerranée, c'est intéressant parce que voilà, la Méditerranée est en soi une mer qui nous rassemble tous, mais c'est des gens qui sont très curieux et ils ne sont pas les seuls surtout. Donc on s'aperçoit, et j'ai été assez surprise de voir que les installations des populations méditerranéennes en dehors de la Méditerranée sont très anciennes, puisqu'on a les sources historiques, alors elles sont variables, hein, mais disons que les sources historiques nous disent que les Phéniciens s'installeraient sur la côte atlantique donc, aux alentours du Xe siècle, donc ils franchissent le détroit de Gibraltar, et puis ils descendent le long de la côte marocaine. Ensuite, les mêmes Phéniciens, donc au VIe siècle, ont effectué pour le compte d'un pharaon qui s'appelle, je ne sais pas comment on prononce ça. Donc voilà, le nom, voilà. Donc le tour de l'Afrique entre la mer Rouge et le détroit de Gibraltar. Donc ça, c'est Hérodote qui nous dit ça, et que l'expédition dura près de 3 ans. Donc quand on nous ramène à toute la colonisation récente des Européens par rapport au reste du monde, c'est intéressant de remettre les choses un peu à leur place. Et puis, un célèbre, donc le plus célèbre peut-être des Carthaginois, des navigateurs, enfin des voyageurs carthaginois, donc Hanon, donc qui tente de contourner l'Afrique au départ des colonnes d'Hercule et qui n'ira pas plus loin que le golfe de Guinée. Donc ensuite, on a la très célèbre histoire du grec donc de Pythéas qui voyage lui vers le nord et les mers septentrionales. Donc on est dans la seconde moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il aurait fait le tour des îles britanniques et donc aurait atteint Thulé, donc c'est-à-dire l'Islande. Et sur le chemin du retour, il se serait arrêté donc dans des contrées où donc il aurait trouvé de l'ambre en grande quantité et aurait ramené donc de l'ambre pour la première fois. Et puis on retourne vers l'Orient. Donc là, en ce qui concerne l'Inde, donc ce serait un naufragé indien donc qui aurait reçu des soins en Égypte, donc sous Ptolémée VIII. Donc on est vraiment assez loin, tard quoi. Et donc, on aurait mis en évidence, grâce à ce personnage, donc le rôle de la mousson. Vous savez que la mousson, ça marche dans les deux sens. Hein. C'est des vents qui circulent dans un sens une partie de l'année et qui recirculent dans l'autre sens une autre partie de l'année, donc dans l'océan Indien. Donc, une autre source historique, c'est une copie donc, du Xe siècle de notre ère, donc du périple en mer Érythrée, donc qui est conservé à la bibliothèque de Heidelberg. Et donc c'est un récit de voyage qui nous parle de la mousson, des populations, de la géographie, des religions, des animaux, des denrées. Donc en fait c'est une sorte de petit bréviaire à l'usage des marins grecs et romains, plus qu'aux marchands arabes qui avaient bien pris soin de rien raconter pour pouvoir garder les prérogatives des trajets vers l'Orient. Voilà. Donc, une petite illustration des routes vers l'Inde au temps de Pline, qui nous montre, c'est distordu comme toujours, mais qui nous montre donc 3 trajets entre la mer Érythrée et 3 endroits en Inde. J'y reviendrai plus tard. Il y a un endroit très intéressant sur ces routes, c'est un Panéion, donc c'est un petit sanctuaire à Pan, on dit comme ça, un sanctuaire à Pan. Oui, voilà. Le Panéion de Wadi Meni, donc c'est sur la route entre Coptos et Bérénice, donc sur la route de la mer Rouge. Et donc il est situé à côté d'une source, et énormément de marchands ont laissé des témoignages de leur passage. Hein, les murs sont gravés de tas d'inscriptions. Et donc parmi toutes ces inscriptions, on lit notamment donc, le nom de Gaius Petitius. Et il faut savoir que Gaius Petitius est connu. La famille de Gaius Petitius serait connue pour avoir eu des liens assez forts commerciaux avec l'Orient. Et notamment, on sait ça avec une stèle funéraire donc, qu'on a découvert à L'Aquila, dans les Abruzzes. Et on voit donc une scène de voyage avec un dromadaire qui porte des amphores romaines. Donc, à L'Aquila,
cette scène, cette stèle funéraire nous rappelle que les Petici avaient donc des liens avec le commerce, au moins dans sa zone désertique. Et puis, une autre inscription, toujours à Wadi Meni. On voit le mot India, donc je l'ai entouré. Et puis des noms de personnages au latin, et notamment une inscription qui fait référence à Lysas, donc qui serait esclave de Publius Annius Plocamus, donc qui est venu l'année 35 du règne d'Auguste. Et la tradition plinienne veut que Annius Plocamus donc, serait le découvreur de Trapobane, et Trapobane, c'est l'île de Ceylan. Et donc, à la fin, c'est une recherche que j'ai pas, qui mériterait d'être continuée, pas par moi, par des gens compétents, parce que on a pas mal de noms campaniens, donc qui témoignent de parfumeurs qui allaient chercher des composants pour les parfums, l'Asie, c'est une mine pour beaucoup de choses, pour les épices, les parfums, les pierres précieuses. C'est pas du tout une contrée qui est éloignée et inconnue. Les premiers témoignages de la soie en Europe datent probablement des 6e, 5e siècles avant Jésus-Christ. Il y a eu des hypothèses qu'il y ait eu des témoignages de la soie dans certaines tombes de l'Athènes ancienne des alentours de Troie. On a contesté que ce soit de la soie chinoise, mais en fait, il y a des nouvelles analyses qui montrent que peut-être ce seraient des soies qui viendraient d'Égypte. Donc des choses peut-être un petit peu plus compliquées, mais disons que les voyages vers l'Orient, c'est pas quelque chose qui est totalement inconnu. C'est des choses qui se mettent en place petit à petit, que les Européens maîtrisent de mieux en mieux, parce que à un moment donné, les marchands arabes qui avaient l'habitude de garder cette prérogative pour eux se sont laissés déposséder du fait des connaissances géographiques, on va dire, qui se sont améliorées après Alexandre, en fait. Voilà. Et puis, on a des noms, peut-être d'Indiens qui auraient vécu en Occident. Donc, à Capoue, un parfumeur qui porte le nom de Beryllus. Beryllus, c'est un nom, c'est du sanskrit, Beryllus. Et puis, voilà. Donc, et puis, peut-être une très jolie découverte, c'est une plaque d'ivoire qui a été découverte à Pompéi et qui représente Lakshmi. Donc, alors, soit c'est l'attrait érotique de la statue fait qu'elle a été transportée jusqu'à Pompéi, soit il y avait un personnage oriental qui avait nécessité d'avoir cette petite statuette à des fins, religieuses. Alors, si on redresse les cartes de Pline, donc on voit que que tout un tas de petits points sur le long de la mer Rouge permettent des cheminements possibles. Et donc qu'entre Coptos, Bérénice, et puis ensuite on passe du côté de la péninsule arabique. Et puis trois voyages sont possibles pour aller jusque soit l'Indus, soit les alentours de Bombay, soit vers Goa. Vous savez que Saint Thomas, l'apôtre Thomas, est mort à Goa. Les témoignages archéologiques, ça c'est un aperçu des fouilles de Bérénice avec des amphores byzantines. Vous savez certainement que Michel Rédé, dans les camps fouillés dans les déserts vers Coptos, il a mis en évidence au moins 2 camps avec des amphores du 1er siècle de notre ère, des dressels de 4, des choses très banales. Et puis, dans la mer Rouge, il y a quand même des dressels 1 et des dressels de 4, sur notamment un des récifs que j'étais incapable de localiser sur une carte contre 4. Donc voilà, on va se dire que c'est en mer Rouge. Sans doute, une découverte les plus intéressantes, qui est connue depuis très 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 longtemps. C'est des découvertes qui ont été faites dans les années 1920 par un monsieur qui s'appelle Gabriel Jouvreau-Dubreuil, de l'école française d'Extrême-Orient à Pondichéry, qui a commencé des fouilles très anciennes. Ça a été repris par Mortimer Wheeler, ça a été repris par les Indiens récemment, et publié l'américaine là qui travaille sur les amphores, j'ai oublié son nom. Non, et puis aussi Elizabeth Leiding-Will, qui a longuement publié des choses des sites indiens. André Tchernia est allé voir, Fanette Lobenever est allé voir, enfin tout le monde est allé voir ces amphores.
Il y en a pas mal à Lyon que personne n'a jamais regardé. Il y avait beaucoup, beaucoup de mobilier de ces campagnes anciennes qui mériteraient d'être revues. Alors, ce site est situé sur la côte orientale de l'Inde. Il y a plusieurs sites et il y a notamment celui d'Arakamedou. Et Arakamedou, une occupation 30 avant, 50 après, 80 ans d'occupation. Voilà, probablement un camp militaire avec des fragments d'amphores italiques, donc des dressels de 4 qui viennent probablement de Pompéi et puis de la rétine. Voilà, et alors j'ai pas très bien compris quel était le lien avec l'architecture, parce que manifestement il y a un lien entre la production de briques et la construction en briques, mais les Indiens aussi font des choses avec des briques, donc c'est quelque chose qui m'a échappé. Voilà. Donc c'était très court pour vous dire que voilà, les Romains sortaient de la Méditerranée, ils avaient tout intérêt à le faire, tout intérêt à maîtriser eux-mêmes les circuits commerciaux pour pouvoir probablement faire fructifier le commerce. Le commerce avec la Chine est connu. À partir de l'époque d'Auguste, tous les empereurs envoient des ambassadeurs en Chine et tous les ambassadeurs reviennent surtout, parce qu'on peut toujours envoyer des ambassadeurs s'ils ne reviennent pas. Voilà, donc ils reviennent. Il y a eu des tas d'affaires de corruption. On a accusé je ne sais plus quel empereur d'avoir vidé les caisses de l'État pour pouvoir avoir acheté de la soie. Les femmes romaines adoraient se vêtir de soie, se recouvrir d'émeraudes. Enfin bon, voilà, donc c'est pas du tout un monde inconnu. C'est un monde inconnu pendant longtemps. Et une fois qu'il commence à être connu, voilà. Et c'est avant le passage de la route de la soie terrestre, ça reste un des voyages qui sont maritimes. Voilà.